Stratégie, je n'en ai pas. Bon voilà le paradoxe du cordonnier mal chaussé. On bosse en banque d'affaires mais on réfléchit pas 2 minutes à sa propre stratégie, c'est quand même dommage. Les comptes bancaires, bon là c'est catastrophique. Un taux d'épargne, bon elle a un taux d'épargne monstrueux puisqu'elle dépense, on a vu ici, 3000 et quelques euros en décembre, qui est en plus une saison plutôt chargée en termes de cadeaux et tout, donc on peut se dire, il y a clairement la possibilité d'investir à fond. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous présente le profil d'une banquière millionnaire à 30 ans. C'est parti. Du coup, notre banquière d'affaires, 30 ans, patrimoine brut déjà 1,4 million d'euros, patrimoine net 1 million d'euros. Alors c'est énorme, vous allez voir qu'après, elle va nous expliquer comment elle a fait ça, plus en détail. Je précise qu'on a demandé des informations complémentaires à la personne, donc c'est un vrai profil, comme tous les profils que j'analyse. Ce sont tous des vrais membres de la communauté Finari. Voilà, l'idée c'est de vous montrer en fait que c'est possible, de vous donner aussi peut-être des carrières qui permettent d'aller très haut, très vite, mais surtout de vous montrer une variété de profils différents. On retourne à la banquière. Du coup, beaucoup d'immobilier. Bon là on voit, elle est écrasée par l'immobilier, donc je dirais qu'il y a probablement une résidence principale dans l'histoire. Beaucoup de cash, 112 000 euros sur des comptes bancaires. Voilà, c'est énorme. 105 000 euros sur des livrets. On se régale là, et après autre, on va voir ce que c'est. 41 000 euros quand même. Alors, profil, célibataire, 30 ans, pas d'enfant, mais un chien. Bon, ça coûte quand même assez cher, mais je pense qu'avec son salaire, elle va y arriver. Alors, son profil, partenaire associé en boutique, banque d'affaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une personne qui bosse en fait spécifiquement sur la vente de sociétés. C'est-à-dire que lorsqu'une société veut se vendre à une autre, en fait, elle va passer par des prestataires qui font ce qu'on appelle du M&A, des fusions-acquisitions, et donc les banques d'affaires interviennent pour faciliter les transactions. C'est des métiers très très intenses qui sont très rémunérateurs. Et généralement, les carrières pour faire ça, c'est de faire une grande école, et cette personne a fait aussi un master spécialisé. Mais bon, si vous faites une grande école d'ingénieur, de commerce, ou si vous faites un master spécialisé d'une top école, concrètement, c'est un parcours que vous pouvez avoir. Maintenant, pour avoir son salaire, il faut quand même avoir du talent, ou en tout cas travailler dur, puisqu'on est sur 17 500 euros par mois, plus un bonus qui veut aussi entre 100 et 150%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que concrètement, elle peut doubler, voire plus, encore plus, augmenter son salaire en fonction de sa performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, en banque d'affaires, mais pas que, en fait, dans la finance de marché, la finance corporate comme ça, la banque d'investissement, pardon, comme ça, on peut être rémunéré en fonction du PNL, du chiffre qu'on génère. Et donc, si on génère, on va dire X, en fait, la banque peut nous reverser une partie. Et donc, cette personne, vu qu'elle a un rang d'associé, en fait, elle est en mesure de percevoir une partie des revenus que génère son équipe. Et vu que c'est très conséquent, son revenu peut être très conséquent. Alors, son cash flow, elle me l'a partagé. Et là, j'ai une super nouvelle pour vous, puisque vous savez qu'historiquement, on allait sur la page qui vous permet de générer un cash flow en rentrant des données. Et depuis, en fait, aujourd'hui, vous pouvez voir votre cash flow automatiquement sur votre compte Finari. Donc, je vais vous montrer ça à l'écran. Vous voyez que on a le cash flow de cette personne ici, mais vous pouvez avoir le vôtre automatiquement. C'est exactement la même chose, mais en mieux, puisque vous pouvez voir même les chemins ici. Donc, on voit qu'il y a les revenus, mais quand on regarde les sorties, on peut voir d'où viennent les revenus pour avoir financé ces sorties, ces dépenses donc. Et ensuite, quand on clique sur les différentes catégories, on navigue vers les détails. Donc ça, c'est sur Finari, c'est dispo pour tous les membres premium. Les objectifs, définir une stratégie d'investissement adaptée suite à la forte augmentation de mes revenus. Alors effectivement, j'imagine qu'à 30 ans, c'est quand même allé assez vite. Elle a peut-être fini sa carrière à, je sais pas, 27, 25 ans. Enfin, elle a commencé sa carrière à 25 ans. Donc en 5 ans, c'est assez admirable. Et générer un revenu passif confortable. Donc ça, je pense qu'on le voit à peu près dans tous les profils. Stratégie, je n'en ai pas. Bon voilà, le paradoxe du cordonnier mal chaussé. On bosse en banque d'affaires, mais on réfléchit pas 2 minutes à sa propre stratégie. C'est quand même dommage. J'ai acheté ma résidence principale avec emprunt et possède une partie de l'immobilier de famille. On va regarder ça. J'ai investi environ 1 000 euros en crypto et 1 500 euros en PEA, un seul titre. Le reste est intégralement sur mon compte courant et mes livrets A, A2, B. Bon là, c'est catastrophique évidemment, mais bon, elle peut que faire mieux puisque au moins elle a la liquidité et elle a envie de prendre ça en main. Du coup, question, je pense m'endetter à nouveau pour investir en LMNP, Paris ou proche banlieue, erreur ou pas, on va regarder. Par ailleurs, quoi faire concrètement pour mettre en place une stratégie adaptée à mon profil? Je la souhaite pas trop risquée et
ne me demandant que peu de temps de gestion. On imagine bien qu'elle n'a pas que ça à faire. Ok, donc on regarde ça. Patrimoine brut, ça on l'a déjà parlé, 1,4 million d'euros, quasiment plus même en ce moment. C'est quoi les grandes masses? Alors, on a de l'immobilier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, il y a plusieurs appartements. Donc, j'imagine qu'il y en a un qui est sa résidence principale et les autres qui sont probablement en indivision avec d'autres membres de sa famille, probablement en héritage. On voit aussi qu'il y a un parking. Donc déjà beaucoup d'immobilier. Une première piste de réponse à sa question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter une couche d'immobilier ici? Peut-être, s'il y a de la capacité d'emprunt, c'est sûr. D'ailleurs, on va voir les emprunts tout de suite. C'est parti. Hop, petite pause pour vous dire que Finari est devenu en quelques mois l'une des plus grosses chaînes de finance sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je voulais déjà vous remercier. Merci, merci, merci. L'équipe grandit et du coup, on recrute un cadreur monteur pour nous rejoindre et nous aider à encore vous proposer plus de contenu. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce poste, vous pouvez postuler. Le lien, il est dans la description. Si vous connaissez quelqu'un qui a du talent et qui a envie de rejoindre une entreprise en forte croissance, envoyez-lui l'annonce et j'espère qu'on pourra le recruter. On retourne à la vidéo. Donc on voit qu'il y a 430 000 euros de capitaux restants dus, ce qui est pas mal, mais ce qui paraît pas énorme vu de son salaire. Je pense qu'elle peut aller chercher beaucoup plus. D'ailleurs, on voit qu'on calcule de la capacité d'épargne disponible, 2700 euros de mensualité en plus, donc c'est quand même conséquent. On voit qu'elle a un super taux en moyenne, 0,86%. Donc là, magnifique. Durée 22 ans. Donc taux long, taux bas. Bref, tout roule. C'est des prêts amortissables, classiques chez HSBC. Donc effectivement, il y a probablement moyen d'aller encore chercher du levier. Les comptes bancaires, bon alors là, c'est catastrophique. Hein. Pourquoi c'est catastrophique d'ailleurs? Parce que, en fait, cet argent, il dort sur un compte. D'ailleurs, qu'est-ce que va faire la banque? Elle va prêter cet argent. Elle va le placer à la Banque centrale en ce moment. Si elle le place à ce qu'on appelle l'ESTER, ou ESTR, qui est le taux overnight, en fait, d'une nuit à l'autre. C'est vraiment le taux le plus court terme qui existe auprès de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. On va être aux alentours de 3,90%, on peut aller regarder. Donc, vous tapez ESTR Rate, et là, vous allez sur le site de la Banque Centrale, et vous voyez qu'en ce moment, on est à 3,9%. Donc c'est quand même très conséquent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, cette personne, elle place cet argent à la banque. La banque, elle, va le placer et toucher 3,9%, mais elle va rendre absolument zéro à notre banquière et à vous en général. Donc, avoir trop de cash sur ses comptes courants, c'est une mauvaise idée, sauf si évidemment vous avez un achat qui est imminent ou si vraiment vous avez envie d'avoir un matelas de sécurité et que c'est très important pour vous qu'il soit sur votre compte courant. Je vous recommande quand même de prendre un livret. En France, on a des choses comme le livret A ou le livret développement durable qui permettent d'avoir du taux. Alors certes, ça ne va pas battre l'inflation, mais au moins ça va être 2-3%. On peut même aller plus haut avec le LEP si vous avez un petit revenu. Alors ça ne concerne pas du tout notre bancaire, mais le LEP peut être aussi intéressant. On en a parlé dans pas mal d'autres vidéos. Mais en tout cas, là, il y a un gros souci de cash. Il va falloir le bouger. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec mon pote Camille, qui est banquier privé. On avait beaucoup parlé de la gestion du cash, notamment pour les gros patrimoines. Je vous mets le lien juste ici, vous pouvez aller voir ça. Les livrets, c'est pareil. Alors là, je pense qu'il y a du livret A, du livret plein de choses, quoi, des vieux livrets aussi certainement. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir bouger ça. Qu'est-ce qu'il y a dans autre actif? Alors, il y a une Royal Oak. Qu'est-ce que c'est? On va quand même aller voir parce que c'est des beaux modèles. Alors là, c'est un modèle pour femmes, je dirais, à vue de nez, vu que c'est du 37 mm. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Royal Oak, c'est vraiment le modèle un peu phare d'Audemars Piguet. Donc voilà, ça ressemble à ça, vous l'avez peut-être déjà vu, beaucoup porté par des personnes connues, des rappeurs, on en parle beaucoup. Donc c'est des montres qui valent assez cher. Ici, selon notre estimation Finari, celle-ci, elle vaut 41 000 €, donc c'est quand même pas donné. En plus, c'est une édition spéciale 50e anniversaire. La Royal Oak a eu son 50e ou a fêté son 50e anniversaire l'année dernière. Et on voit que c'est un modèle OO, c'est-à-dire que c'est un modèle hors acier. On continue sur la crypto. Donc là, il y a un Binance. Il y a relativement peu d'argent comparé à son patrimoine. On voit qu'elle a fait du Solana, de l'Ether et beaucoup de petites choses. Elle n'a pas fait Finari Invest, malheureusement. Je vous rappelle, vous pouvez investir directement en crypto sur Finari, sur une plateforme qui est enregistrée auprès du régulateur français AMF en France. Donc ça, c'est quand même chouette. On voit des super perfs, hein. Solana, plus 210%. Voilà, les marchés crypto ont beaucoup augmenté. Le reste, c'est pas terrible, mais c'est quand même assez beau. Mais ce qu'on se dit surtout, c'est qu'il y a quand même de la place pour faire plus. Dans une allocation globale, la crypto, c'est pas le pilier principal, mais c'est vrai que quand on a un patrimoine
et qu'on a envie de prendre du risque, c'est une poche qui a le mérite d'exister. Et si on veut en faire, je pense que ça vaut le coup d'avoir une petite allocation. On verra quelle est la bonne part. Et enfin, actions et fonds. Alors là, c'est vraiment le parent pauvre. C'est tout petit minuscule. On voit qu'il y a un petit PEA sur lequel il y a du Antin. Alors Antin, qu'est-ce que c'est? On va regarder ça. Je vous rappelle que vous pouvez copier l'ISIN, donc c'est ce que je viens de faire. Donc Antin, c'est du private equity, donc là c'est un fonds en fait. C'est pas le fonds de private equity, c'est la société de gestion. Donc elle a acheté des parts dans la société de gestion Antin, qui est un très gros gérant de private equity français qui marche très bien. Il faut savoir que acheter les actions des gestionnaires de private equity, historiquement, c'est plutôt un mauvais placement. Si on regarde notamment la performance de KKR, qui est très gros, c'est pas terrible. C'est mieux d'investir directement dans les fonds de ces gens. Maintenant, les fonds sont très difficiles d'accès puisque le ticket minimum, c'est 100 000 euros et en plus, il faut déjà y avoir accès. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas accessible à toutes les bourses. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a quasiment rien en action, donc diversification très faible. Du coup, la première chose en fait qui me vient à l'esprit, et d'ailleurs, on va regarder son budget, c'est quand on a autant de revenus et relativement peu de dépenses. On voit qu'ici, en décembre, il y a eu 3 000 euros de sortie pour 25 000 euros d'entrée. Donc, vous imaginez un peu la capacité d'épargne qui est monumentale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... alors, qui dit beaucoup de revenus, dit beaucoup de fiscalité. Ça va être un sujet. Moi, je pense que là, il faut vraiment envisager quelque chose pour baisser la pression fiscale. Et la première chose que je ferais, c'est se simplifier la vie. Et donc, c'est utiliser les services à la personne. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va aider la personne à faire le ménage, quelqu'un qui va peut-être s'occuper, alors pas des enfants, mais du chien en l'occurrence. Tout ce qui peut soulager le quotidien. Toute la partie service à la personne, en fait, vous allez pouvoir récupérer 50% de ce que vous allez dépenser avec des plafonds. Il faut respecter certaines conditions, mais vous allez pouvoir récupérer 50% du prix de votre femme de ménage. Donc si vous payez 20 euros de l'heure, concrètement, vous avez 10 euros de crédit d'impôt que vous pourrez donc déduire de vos impôts. Donc déjà, ma première recommandation, c'est si vous payez beaucoup d'impôts, vous pouvez facilement les baisser et en plus gagner du temps et vous éviter pas mal de choses pénibles avec des services à la personne. Évidemment, la fiscalité, la réduction de la fiscalité, c'est pas une finalité en soi, mais ici, il y a deux solutions que je pense être intéressantes, surtout qu'on ne les voit pas encore dans son patrimoine. La première, c'est le plan épargne retraite. Le plan épargne retraite, il est assez intéressant parce qu'en fait, il permet d'obtenir une réduction d'impôt qui est fonction du montant qu'on a versé et de sa tranche marginale d'imposition, sa TMI, comme on dit. Alors ici, on va regarder les TMI, mais bon, cette personne, enfin les tranches d'imposition, cette personne, elle est évidemment à la tranche la plus haute, 45%. On le voit ici, alors tout ce qui est supérieur à 177 000 euros, c'est du 45%. Elle y est largement avec son bonus. Donc, un exemple très concret, vous allez investir 10 000 euros dans votre PER. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir obtenir 4 500 euros, si votre TMI c'est 45%, de réduction d'impôt à appliquer sur l'année. Donc forcément, ça baisse la pression fiscale. Pour savoir combien vous pouvez investir dans votre PER, quel est le maximum, vu que cette personne elle a beaucoup de cash, ça peut être intéressant de mettre le maximum. Il faut aller voir l'avis d'imposition et plus particulièrement le plafond épargne retraite. Donc vous prenez l'avis d'imposition de l'année dernière, vous cherchez, vous faites commande F ou CTRL F, vous tapez plafond épargne et vous verrez qu'il y a un chiffre qui va en fait vous indiquer, on va vous le mettre à l'écran, qui va vous indiquer combien il vous reste de stock. Il faut savoir que ce plafond, il se cumule sur plusieurs années. De mémoire, c'est 3. Donc, si vous n'avez jamais contribué à votre PER, vous allez en fait avoir un stock assez conséquent. Et donc, cette personne-là a vu naître, je dirais qu'il y a au moins 45 000 ou 50 000 euros de stock à aller récupérer et donc à aller investir pour récupérer cet avantage fiscal. Après, qu'est-ce qu'on fait avec le PER? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est du long terme. Hein. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Donc, là, faut jouer plat du pied sécurité, action. Moi, je ferais ETF action, MSCI World, S&P 500, Eurostock 50, comme vous voulez. C'est à vous de voir l'allocation que vous voulez avoir, mais le moins cher possible, donc des ETF, et le plus de risques possible, dans la mesure du raisonnable, évidemment, des ETF, actions, parce qu'on a le temps de faire travailler cet argent. Ici, cette personne elle a 30 ans, la retraite, c'est à 64 ans. Donc, il y a 34 ans de travail, ça peut vraiment faire des sommes conséquentes, surtout si elle réinvestit chaque année. La deuxième chose qui peut être intéressante, c'est ce qu'on appelle le Girardin industriel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif assez particulier qui peut faire un peu scam, on va pas se mentir, mais je le trouve assez intéressant dans son cas. Concrètement, ce que ça va permettre de faire, et donc ça c'est Interinvest qui en fait, mais il y en a d'autres, Interinvest est le leader de ce marché.
En fait, on va investir une somme à perte dans les dom-toms. Donc concrètement, on va permettre à, par exemple, quelqu'un qui a un centre de vacances en Martinique d'acheter des quads. On va lui donner, on va prêter cet argent. En tout cas, Interinvest va financer cet achat. Et en retour de ça, l'État, pour encourager l'investissement dans les dom-toms, qui sont quand même des régions qui sont plus difficiles et peut-être moins en développement que la métropole, va donner un avantage fiscal qui, en général, oscille entre 10 et 15%. Donc concrètement, on met 20 000 euros maintenant et on va récupérer 22 000 euros de réduction d'impôts l'année prochaine, au moment de payer ses impôts. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un rendement de 10% en un an. Alors est-ce que c'est 100% sécurisé? J'ai envie de vous dire oui, mais il y a quand même un risque de retoquage de l'administration fiscale. Alors il y a des prestataires comme par exemple Interinvest qui propose ce qu'on appelle le G3F, c'est la garantie de bonne fin, qui s'engage à vous accompagner en cas de contrôle fiscal. Maintenant, il faut savoir que c'est une possibilité et qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Mais en tout cas, c'est deux dispositifs que je trouve intéressants dans ce cas-là. Je ne recommande jamais de faire de la défiscalisation, ce n'est pas une stratégie d'investissement. La stratégie d'investissement qui est bonne, c'est celle qui correspond à vos objectifs, d'augmenter votre patrimoine ou de le protéger, mais certainement pas de baisser vos impôts. La baisse d'impôts, ça vient après et c'est en fonction de la stratégie employée. D'ailleurs, si le sujet de la fiscalité vous intéresse, j'ai fait un Finari Talk avec une avocate experte du domaine qui travaille dans un grand cabinet américain où elle accompagne des grandes fortunes. Je vous mets le lien juste ici, c'était vraiment passionnant. Pour le PER, d'ailleurs, il n'y a pas de cadeau en soi puisque vous allez être refiscalisé à la sortie. Mais ici, je pense que cette personne n'aura pas une tranche marginale d'imposition de 45% au moment de la retraite. Donc en fait, elle est un peu dans le cas idéal, à savoir TMI très élevé maintenant et une forte probabilité d'avoir une TMI plus basse au moment de sa retraite et donc quelque part d'aller encaisser le gain fiscal et de faire travailler l'argent pendant très très longtemps. D'ailleurs, si vous cherchez le meilleur PER, je vous mets un lien vers notre communauté. Il y a énormément de sujets qui traitent de ces PER qui passionnent nos utilisateurs. Il y a aussi des comparatifs d'à peu près tous les prestataires qui existent. Donc, allez jeter un coup d'œil avant de faire vos investissements. C'est vraiment important. Du coup, pour revenir à sa question, est-ce qu'il faut faire un LMNP? Alors moi, je pense que oui, mais pas tout de suite. Je m'explique. Aujourd'hui, on est dans un environnement de taux hyper élevés. On va aller voir les taux d'emprunt immobilier. Donc les taux sont encore assez hauts. On a clairement amorcé, pas une baisse, mais plutôt un ralentissement. On voit qu'on est à plus de 4%. Ça, c'est à noter que c'est pour des dossiers qui sont excellents. Donc ici, notre personne, elle est clairement dans un dossier excellent. Mais à noter que c'est pas pour tout le monde. Donc les taux sont encore très élevés. Les prix de l'immobilier, ils n'ont pas vraiment baissé. Si on regarde par exemple le prix de l'immobilier à Paris, parce qu'elle nous avait dit qu'elle voulait éventuellement acheter à Paris ou en petite couronne, on voit que voilà, sur un an, on est à moins 5%. Mais il faut savoir qu'avec la hausse des taux qui a été quand même phénoménale, on a perdu tous entre 20 et 25% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on peut emprunter entre 20 et 25% de moins à cause de la hausse des mensualités. Vu que les mensualités, elles ont énormément augmenté à cause des taux, la banque va moins vouloir nous prêter parce qu'elle va considérer qu'on va pouvoir moins payer en fait, enfin moins rembourser. Et aujourd'hui, le marché, c'est vrai, ne s'est pas encore réajusté. Donc là, on est à moins 5% sur un an, alors c'est pas mal déjà, mais on a perdu 20%, 25% de pouvoir d'achat en face. Donc, ma recommandation ici, ou ma suggestion, et d'ailleurs c'est ce que disent beaucoup d'experts, notamment le gérant de Iroko qui gère plusieurs centaines de millions d'euros d'actifs, c'est de temporiser et peut-être d'attendre le milieu ou la fin de l'année 2024 pour voir si le marché ne va pas baisser plus fortement. Il faut savoir qu'il y a un marché où les vendeurs ne vendent jamais, ça n'existe pas. Il y a des choses comme des successions, il y a des choses comme des rentrées scolaires. Il faut vendre à un moment. Et quand on vend et que les prix baissent, il y a un effet cascade. Et donc, il y aura peut-être un moment, un effet ciseau, où les prix de l'immobilier vont baisser assez fortement. En tout cas, auront baissé fortement. Et les taux, eux, vont baisser fortement aussi. Donc, c'est un peu l'effet qui se coule. Et c'est dans ce moment-là, qui sera une fenêtre assez courte, que ce sera probablement le meilleur moment d'acheter. Ou acheter. Alors là, moi, je recommande toujours, et d'ailleurs, j'avais parlé de mon premier investissement à LMNP, c'est d'acheter dans une région qu'on connaît. N'achetez pas à Roubaix. Si vous habitez à Marseille, que vous ne pouvez pas y aller, que vous n'avez jamais vu la ville et que vous ne savez même pas à quoi ressemble la rue dans laquelle est votre bien. Ça, c'est vraiment à oublier. Donc, achetez dans une ville que vous connaissez, dans un endroit idéalement où vous pouvez aller. Le premier investissement, moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, donc voir, gérer moi-même. Moi, j'ai pas eu d'agence immobilière. Certains délèguent, mais je trouve que c'est mieux de faire soi-même avant de déléguer. Donc, LMNP, pourquoi pas, c'est intéressant.
mais peut-être temporiser pour avoir une fenêtre de tir encore plus intéressante. D'ailleurs, notre personne aujourd'hui, elle a 1,2 million d'euros de patrimoine immobilier brut. Donc vous allez me dire, mais attendez, là il faut payer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Alors non, puisque c'est sur le patrimoine net, mais on voit qu'elle est très très proche, puisque le seuil de l'IFI, on va regarder, ça va assez vite. Donc voilà, on voit que le taux, ça commence à 800 000 euros de patrimoine net, et en fait on va aller commencer à payer entre 800 000 et 1,3 million à 0,5%, et après ça va crescendo. Donc, il faut savoir que là, dans son cas, il y a de fortes chances, enfin c'est même sûr, que l'achat d'un nouveau bien la fera passer l'obligera à payer l'IFI, et potentiellement, ça augmentera très fortement. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter, mais il faut quand même le garder en tête, parce qu'on est quand même sur une pression fiscale qui est énorme ici. Et du coup, sur sa deuxième question, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors là, il y a vraiment des choses hyper simples à faire, et d'ailleurs, j'en avais parlé sur ma checklist, sur la communauté Finari. Je rappelle que vous tapez communauté Finari dans Google, vous cherchez kit de démarrage sur le forum et vous allez voir mon kit à moi. Alors ça fait un moment que je l'ai écrit ce sujet et on voit qu'il y a tout le temps des nouvelles réponses. Mais si on prend les choses dans l'ordre, installer l'app Finari, bon ça elle l'a fait, c'est top. Matelas de sécurité, bon elle en a beaucoup trop, mais en tout cas avoir entre 3 et 6 mois c'est top. Un taux d'épargne, bon elle a un taux d'épargne monstrueux puisqu'elle dépense, on a vu ici... je crois que c'était 3000 et quelques euros en décembre, qui est en plus une saison plutôt chargée en termes de cadeaux et tout, donc on peut se dire il y a clairement la possibilité de dépenser, d'investir à fond. Un PEA, elle a un PEA, mais il n'y a quasiment rien dedans. Alors ici, c'est un PEA chez Bourseau, donc ça c'est pas mal. Je ne recommande pas les PEA dans des banques traditionnelles, plutôt dans des banques en ligne. Donc là, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans ? Ça dépend. Si on a envie d'investir du temps dans de la recherche, on peut faire du stock picking. Si on a plutôt envie d'être passif, ce qui est son cas, des ETF, MSCI World, S&P 500, Eurostock 500, 600. On peut aussi mettre du Emerging Markets. Il y a plein d'options. Encore une fois, vous allez sur la communauté, vous verrez plein de recommandations d'allocation. Ouvrir une assurance vie. Alors ça, je pense qu'elle l'a déjà fait. Non, elle ne l'a pas fait. Donc, il n'y a pas d'assurance vie. Donc ici, ouvrir une assurance vie, prendre date. Ça serait quand même intéressant. Pour mettre quoi dedans ? Potentiellement la même chose. Sauf qu'elle pourra mettre plus de choses. Peut-être des obligations ou du monétaire si elle veut sécuriser. Si elle prévoit notamment d'acheter un bien immobilier, ça peut être intéressant de placer cet argent, alors pas sur une assurance vie, mais plutôt sur un compte titre qu'il faut aussi avoir. D'ailleurs, je crois que je le recommande à la suite. Non, je ne le recommande pas, mais je vous recommande fortement d'en avoir un. Et le compte titre, ce qui peut être intéressant dans son cas, c'est qu'elle pourrait placer la trésor dont elle va avoir besoin, notamment pour financer l'apport de son prochain achat immobilier. Elle pourrait le placer sur du monétaire. Et d'ailleurs, ça aussi, vous pouvez le faire sur votre PEA. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez placer, par exemple, si vous voulez sécuriser des gains ou vous pensez que le marché va fortement baisser, vous avez plusieurs fonds, notamment celui-là. J'ai tapé vraiment au hasard, vous tapez monétaire PEA. Vous avez celui chez Amundi qui va en fait vous payer le taux Eonia. Alors, c'est un taux qui est très proche de ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'Ester. Et qui permet du coup d'aller sécuriser ses gains en prenant un petit rendement. Là, sur l'année, il fait combien ? Il fait à peu près plus 2%. Donc c'est quand même pas mal. Enfin, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de continuer à investir en crypto. Et je pense que ça, c'est un peu le thème général de son patrimoine. Si vous n'avez pas envie de passer du temps et de vous creuser la tête sur quand acheter, quand vendre. Alors déjà, vendre, c'est plutôt rare, je vous le concède. Mais quand acheter, vous pouvez faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Average. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose sur Finari quand vous investissez en crypto. Vous pouvez faire du DCA tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. C'est vraiment à votre guise. Donc là, je pense que ce serait une bonne idée de faire du DCA, surtout, à savoir du DCA sur le PEA, du DCA sur l'assurance vie. Alors ça s'appelle les versements programmés sur l'assurance vie, et du DCA aussi sur le compte titre et même la crypto. Là, en crypto, peut-être le seul truc qui me chagrine, c'est qu'il n'y a pas de Bitcoin. En tout cas, j'en ai pas vu, non, il n'y en a pas. Bon, on est à quelques jours, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura déjà un ETF spot Bitcoin chez BlackRock ou chez d'autres émetteurs. Quand même un peu dommage de rater cette fête-là en n'ayant pas le grand-père de la crypto-monnaie. Voilà, je pense que cette personne a toutes les clés en main. Bravo en tout cas pour ce parcours parce que c'est admirable. Bravo aussi d'avoir accumulé un patrimoine aussi important aussi vite. Maintenant, il faut le mettre au travail. Mais je pense que le plus important, il est fait puisque c'est l'envie d'y aller. Après, voilà, passer à l'action. Une fois qu'on a décidé, c'est beaucoup plus simple. J'espère que ça vous inspire aussi de voir des patrimoines comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires aussi
les études que vous avez faites et le salaire que vous avez pour voir, pour qu'on puisse avoir un comparatif des différentes carrières qu'on peut avoir. En tout cas, moi, j'aurais adoré savoir un peu plus tôt, de comprendre des exemples concrets de patrimoine qu'on pouvait avoir en fonction des choix de carrière qu'on fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle analyse. Salut!